Laissez Evans, arbitre spécial du match. Comme ça, Rollins peut pas utiliser sa chaise. Il y aura des manigances comme ça. Et après, Becky Lynch va intervenir, catfight. Et Rollins va s'imposer. Et après, Extreme Rules, il y aura un 2 contre 2 mixte. Oh non, winner take all, winner takes all, non. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Ah les amis, salut à tous, c'est Sully Perfect, j'espère que vous allez bien. On va reviewer Stomping Grounds, hein. Alors effectivement ça a eu lieu il y a une semaine, donc j'ai pris un peu de retard, mais voilà, le travail, une semaine chargée, je n'ai pas pu faire autrement, j'en suis navré, mais c'est pas grave, hein. On va quand même reviewer ce pay-per-view, où il s'est passé quand même 2-3 petites choses, donc on va en parler. Alors on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer par le kick-off. On ne savait pas encore ce que ça allait être à ce moment-là, mais je vous avais dit qu'il y aurait quand même de fortes chances pour que ce soit le cruiserweight, hein, parce que c'est souvent ça. Et effectivement, match cruiserweight, pas à louper. Donc le triple threat match entre Tony Nese, Drew Gulak et Akira Tozawa, qui aura été donc le seul match du kick-off, hein, ça aurait été très light. Et en ce qui concerne le match, bah franchement, ça a été un super match. Vraiment un super match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon match de kick-off. Franchement, voilà, il y a eu de l'animation vraiment, avec plein de combinaisons. Un vrai bon triple threat match. Le public s'est même levé à un moment donné en chantant 205. Et finalement, le match se termine avec Drew Gulak qui porte un Torture Rack Neckbreaker sur Tozawa pour cette victoire. Et donc la prise de titre finalement pour Drew Gulak. Comme je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, j'hésitais entre Gulak et Nese. Je vous avais dit que j'aurais laissé peut-être encore un petit pay-per-view pour Nese avant l'ultime face à Drew Gulak à Extreme Rules, et c'est là que je vous avais dit que à ce moment-là Gulak serait champion. Finalement, ils ont écourté le règne, et finalement ça s'est joué tout de suite à Stomping Grounds. J'en suis qu'à demi surpris du coup. Et puis comme je vous avais dit, Tozawa était là pour prendre le pin, c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça ne me choque pas. Et franchement, Gulak le mérite tellement. Je suis vraiment content pour lui. Il est là depuis le début de 205 Live. Il a fait, voilà, il a fait le job à 205 Live aussi, donc à NXT, au Worlds Collide, on l'a vu un petit peu partout là, se balader, et il a toujours délivré. Regardez ses matchs contre Kushida. C'était pour mettre en valeur Kushida, mais il était là, il a fait le job, il est toujours là, Gulak. Il est toujours là, et ça récompense le travail tout simplement. Et tous ces bons services rendus tout simplement, et quelque chose effectivement dont je n'ai pas assez tenu compte dans les pronostics, c'est que effectivement quand on regardait notamment le dernier 205 Live avant le show, Gulak semblait montrer un autre visage et laisser un peu tomber justement le Better 205 Live, qui était un peu sa rengaine depuis un petit moment, et il disait que finalement le Better 205 Live, il n'y avait plus trop d'espoir pour ça, et que finalement il fallait peut-être mieux se concentrer sur autre chose et d'avoir un Better Drew Gulak tout simplement, et un Drew Gulak un peu plus sadique, voilà, un peu plus impitoyable. Et c'était ça ce nouveau tournant. Et c'est vrai on l'a vu dans une promo juste avant, donc le dernier 205 Live avant le show, il avait un autre visage, il était beaucoup plus menaçant, inquiétant, et plus violent, hein, et c'est ce qu'il a montré sur le ring. Et donc ce changement de cap pouvait aussi laisser présager d'un résultat positif, et c'est ce qui est arrivé, et il l'a encore montré lors du dernier 205 Live dans une promo. Et c'est vrai que on a un nouveau Drew Gulak, et va falloir vraiment se méfier de lui, il est très dangereux. Et on peut déjà le dire, Tony Nese a battu Akira Tozawa dans un match pour désigner le futur challenger numéro 1 à Extreme Rules. Donc on aura un Gulak contre Nese, ce qui n'est pas une surprise, peut-être une stipu au bout, comme c'est un maître des soumissions, je vous l'avais dit,
peut-être un submission match, on sait jamais. Il l'a déjà eu avec Kushida récemment, mais il peut peut-être nous le refaire. En tout cas, bon, faudra pas s'attendre à un changement de titre. Hein. Bon, ça, on aura le temps d'en reparler lors des pronostics de Extreme Rules. Mais en tout cas, on a déjà un Gulak Knees à Extreme Rules. Et donc, le match, vraiment super, super. 11 minutes, hein, c'est pas énorme, hein. 11 minutes, tarif cruiserweight, hein, comme d'habitude, autour des 10 minutes. Il y a eu quelques botches, il faut le dire, hein, notamment un springboard moonsault de Nice qui est retombé sur les jambes de Gulak, c'était pas forcément très beau. Gulak qui est un peu en retard aussi pour casser un tombé, bon voilà, il y a eu des petites imprécisions, mais en même temps, les prises de risque étaient telles que et on va pas leur en vouloir. Le match, vraiment, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, parce que souvent les gens ne regardent pas le kick-off, et pourtant il peut y avoir des pépites. Donc 3 étoiles 75, je bien dit 3 étoiles 75 pour ce match de kick-off. Ça le vaut amplement. Allez, on va passer directement au show principal avec un opener qui pouvait être un peu surprenant. Hein, c'était pas du tout celui qui était attendu. On pouvait s'attendre à un match plutôt de tag team. Et ben non, ça a été Becky Lynch contre Lacey Evans. Et oui. Et lorsque j'ai vu ça, au vu de la prédiction que j'ai eue, hein, et dont on reparlera plus tard, ça m'a donné encore plus de grain à moudre et je me suis dit, ils vont le faire. Ils vont le faire. S'ils mettent le Becky Evans en opener, hein, ça sent très bon. Ça sent très bon pour ce qui va se passer lors du main event et on en reparlera et j'avais pas tort. Le match 11 minutes 30. Donc on est dans le même zoo que le Cruiserweight. Donc le match était, on va dire, correct. Match plutôt correct. Maintenant, oui, Lacey Evans est toujours aussi green. On sent quand même qu'il y a quelques progrès. Ça, voilà, ça avance quand même un petit peu. Ce qui m'a beaucoup gêné surtout, c'est que Becky Lynch, you talk too much, you talk too much. Non, et vous allez le voir, le prochain Botchamania, Becky, you talk too much. Elle a donné toutes les consignes à Lacey Evans, c'est elle qui menait la barque, c'est elle qui lui a donné toutes les directives. Et ça m'a gêné, ça m'a même un peu sorti du match par moment. On l'entendait trop Becky Lynch. Voilà, en finale, c'est n'importe quoi, un disarmer à peine porté que Lacey Evans abandonne en 2 secondes. C'est comme le armbar de Ronda Rousey. Faut arrêter. Elle lui lève le bras à peine qu'elle tape. Soyons sérieux. Cet abandon, c'est n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, il y a quand même eu peu de catch, hein, quand on regarde l'ensemble du match. Becky a fait 2-3 choses. Evans a porté un stunner avec appui sur les cordes, hein, qui était pas super beau. Bon, ok, mais bon, elle a quand même fait un stunner. Beaucoup de coups de pied, pas très intéressant. Mais voilà, le match reste correct. Bon, c'est pas un match, sur le principe, c'est pas un match qui vaut un opener. Mais on comprendra plus tard pourquoi. Et voilà, un petit passage marrant, c'est le passage Mr. Soko avec lorsque Lacey Evans a sorti son mouchoir habituel, pardon. Et elle lui a fait bouffer, Becky lui a fait bouffer. Voilà, c'était le petit clin d'œil à Mr. Soko, le Mandible Claw avec le mouchoir. 2 étoiles 75 pour un match moyennasse, hein, moyennasse. Maintenant, je vais pas vous parler tout de suite de ce qui est prévu pour Extreme Rules. On en reparlera plus tard. Voilà, mais c'était pas un super match, il faut le dire. Match suivant, le match par équipe entre les New Day, Kevin Owens et Sami Zayn. À nouveau un match de 11 minutes, hein, donc on reste encore dans les mêmes eaux. Alors un parti pris assez étonnant, original pour débuter ce match. La toute première partie du match, ça a été on défonce Xavier Woods. Beat up Xavier Woods, défoncer toute la première partie du match. Là, ils ne perdent pas de temps, les heels, en gardant Big E à l'écart, hein, c'était bien sûr la stratégie. Mais alors là, Xavier Woods était en mode super-héros, il se dégageait de tout, et pourtant, il s'est pris une montagne de super kicks, il s'est pris une senton bomb, il s'est pris un Blue Thunder bomb de Sami Zayn, il s'est pris un frog splash de Kevin Owens, il s'est pris un cannonball de Kevin Owens, il s'est pris un crossface de Sami Zayn, mais ça n'a toujours pas suffi. Finalement, bien sûr, Big E a fini par avoir le hot tag, hein, qui ensuite, Big E a fini ensuite multiplier les belly to belly sur Sami Zayn, suivi d'un splash. Big E casse ensuite un tombé après un hell of a kick
de Sami Zayn et un pop-up powerbomb de Waynes inspire suicide comme d'habitude de Big E sur Sami Zayn. Woods se fait alors contrer par Kevin Owens et se prend un stunner pour la victoire des Canadiens. Je suis content pour eux. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, c'était mon pronostic parce que je trouvais que les Canadiens essuyaient beaucoup trop de défaites en weekly. C'était un peu les marchepieds là, c'était beaucoup trop de défaites, et il fallait stopper ça. Avec une belle victoire face à une belle équipe comme les New Day, ça leur a fait du bien. C'était bien cette victoire et le match était vraiment bon, un bon match par équipe. Voilà. Pour moi c'était l'opener, c'était le bon choix d'opener à faire. Voilà, ils l'ont pas fait, mais c'était un vrai bon match. Et je lui donnais la note de 3 étoiles 1 quart. 3 étoiles 1 quart, ça les vaut. Malheureusement, bon, on est retombé dans les travers en weekly, hein, puisque dans les Raw et au SmackDown qui ont suivi, ça a à nouveau perdu, quoi. Il y a plus de victoire à nouveau, quoi. Et il y a Kofi qui a battu Sami Zayn, notamment en simple. Mais voilà, si c'est juste pour leur donner une petite victoire, une petite carotte en pay-per-view, mais pour perdre à nouveau en weekly, je vois pas l'intérêt, quoi. On retourne dans les travers, et du coup ça donne l'impression que cette victoire elle a servi à que dalle, quoi. Et ça les build pas fort particulièrement. Si on veut en faire une vraie tag team, qu'ils le fassent et qu'ils aillent jusqu'au bout de l'idée, mais qu'ils les rendent forts, quoi. Mais pas voilà, pas en les faisant passer là pour des torchons en paillasson en weekly, quoi. Ça suffit. Il faut des belles promos, ils se donnent à fond et il y a peu de récompenses au bout, quoi. Et là voilà, cette petite victoire, ok, elle est bien, elle était nécessaire, mais maintenant il fallait en faire quelque chose derrière. Et c'est pas, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, malheureusement. En tout cas, bon match tag team. Ça fait plaisir à voir. Match suivant, match pour le championnat des États-Unis entre Samoa Joe et Ricochet. 12 minutes, encore une fois, 11-12, vous voyez, c'est toujours des durées très très similaires pour le moment. Match très agréable, vraiment un match agréable entre deux oppositions de style. Hein, un Samoa Joe stiff, violent, bourrin, et bien sûr un Ricochet aérien, toujours dans la voltige, dans le côté spectaculaire. Et donc le mariage était très bon. Moi personnellement j'ai passé un bon moment. Et sur la fin là, il y a eu 2 montées sur la 3e corde de la part de Ricochet qui me mettait vraiment PLS tellement il prenait son temps. J'avais envie de lui dire mais vas-y, mais dépêche-toi, grouille-toi, Samoa Joe là, il est sonné, mais vas-y, sinon tu vas te faire contrer. Il m'a mis en PLS là. Jusqu'à l'ultime montée qui finalement fut la bonne avec un 630 victorieux et Ricochet qui devient le premier champion nord-américain de NXT et champion américain, champion US dans le main roster. Eh bien, je vais être honnête avec vous. Dans ma vidéo pronostic, je vous avais donné Samoa Joe parce que c'était une blague son règne. Perdre ce règne sur une erreur d'arbitrage à WrestleMania et le récupérer juste parce que Rey Mysterio est blessé et pour le reperdre après, ça m'aurait énervé et ça m'a énervé sur le coup et je trouvais ça dégueulasse. Et maintenant, quelques heures avant le pay-per-view, donc après ma vidéo, j'avoue que j'ai changé d'avis. J'ai senti finalement que Ricochet pouvait gagner parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, Mysterio il était blessé, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il a rendu le titre. Mais finalement, sinon Mysterio il aurait été champion. Donc je me suis dit, mais finalement, est-ce que Samoa Joe n'est pas là finalement que pour faire les passe-plats du genre, bon, Mysterio est blessé, tiens, tu me tiens la ceinture 2 minutes là, tu me la tiens 2 minutes là, le temps qu'on trouve un autre champion là. Pour remplacer Mysterio, tu nous tiens la ceinture 2 minutes, et une fois, dès qu'on a trouvé, tu nous la redonnes, hein, d'accord? Et voilà, et c'est ce qui s'est passé, et c'était ce que j'ai eu en tête après. Et c'est pour ça que j'ai donné la victoire finalement à Ricochet plus tard, parce que pour moi c'était ça l'idée, c'était de redonner le titre à un babyface, mais que Samoa Joe finalement n'était pas programmé visiblement pour avoir un règne long, même si ça m'énerve, Je vous l'ai déjà dit, j'ai fustigé ça, et je suis toujours pas d'accord. Et j'adore Ricochet, hein, c'est mon catcheur préféré, je suis super content pour lui. Mais c'est vrai que ça me gêne aussi que Samoa Joe passe pour un con à chaque fois. À chaque fois! C'est incroyable!
Il peut pas garder un titre d'un mois. Enfin, il a tout ce qu'il faut. Il a le mix skill. Il est convaincant au micro. Et in ring, il est brutal. Il est cohérent, il est crédible. Mais on ne veut pas lui faire confiance. Est-ce que c'est parce qu'il est un peu flasque, il a un gros bidon et du coup Vince il aime pas ça. Ok, c'est pas un beau gosse, c'est pas voilà, c'est pas Corbin, hein, comme on pense, comme le disent les dernières news qui disent que voilà que Vince il push Corbin de ouf parce que il pourrait plaire aux femmes avec son physique. Je sais pas, c'est peut-être ça, hein, peut-être ça, c'est pas Roman Reigns non plus, hein, c'est sûr, c'est pas Ricochet, voilà, c'est pas le good looking guy, quoi, c'est sûr, hein, mais je sais pas si ça joue, mais il y a sûrement de ça, parce que c'est pas possible autrement. Samoa Joe, c'est un paillasson, monté sur pattes, c'est incroyable, et ça me fait chier pour lui, ça me fait chier, à chaque fois, il se fait enfler, et voilà. Maintenant, je suis super content pour Ricochet parce que ça fait plaisir de voir enfin un gars de NXT à peine arrivé qui bénéficie d'un titre et d'un booking favorable. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Maintenant, faut voir ce qu'ils vont en faire de ce run, de champion. Mais maintenant, bon, on va parler un peu plus tard aussi de ce qu'ils ont fait de Samoa Joe parce qu'il a déjà d'autres plans. On va en reparler. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que Ricochet soit félicité en coulisses, on l'a vu juste après, par tous les babyface, Rollins, Carmella, Hawkins, Ryder, Heavy Machinery, et même Charlotte. Je sais pas ce qu'elle foutait là, Charlotte. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle est censée être heel. Qu'est-ce qu'elle foutait parmi les faces? Ça, j'ai rien compris. Et puis Triple H qui le félicite. Étonnant. Même le weekly, les weekly n'ont pas spécialement aidé à comprendre pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont montré cette image. Ça servira peut-être pour SummerSlam, pour plus tard. C'est très étonnant de voir cette image de Triple H qui félicite Ricochet. C'est peut-être, quelque part, hein, ça c'est qu'une hypothèse, une façon de dire que Triple H, qui est le boss de NXT, bah voilà, je suis le boss de NXT, bah, on ramène un gars de NXT dans le main roster, il gagne déjà le titre US, c'est un peu mon poulain, voilà, je suis content pour lui, et on montre quelque part, c'est la victoire de Triple H et de NXT d'une certaine façon, c'est peut-être ça aussi l'idée, l'image, derrière tout ça, le symbole. Voilà, sur le match, hein, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Moi j'ai vraiment été investi dans ce match du début à la fin, c'était vraiment un match très solide. Et il faut dire aussi quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que dans les dernières heures avant le match, alors que Samoa Joe était favori depuis le début, il a toujours été favori dans ce match, il y a eu un mouvement de cote soudain, au dernier moment où Ricochet est devenu favori. Dans les 2 dernières heures avant le show, Ricochet est devenu favori, alors qu'il avait toujours été outsider. Donc c'était forcément suspect, et je ne sais toujours pas à l'heure actuelle pourquoi il y a eu ce mouvement soudain, mais en tout cas, il y en a qui étaient bien informés de cette victoire de Ricochet. Match vraiment très agréable que je vous recommande de regarder, c'était l'un des meilleurs de la soirée. Et plus tard, on a vu un autre segment, décidément Ricochet, on l'a beaucoup vu après le match. Il posait en photo déjà avec le titre US, et on a vu AJ Styles qui s'est ramené, qui s'est pointé avec Gallows et Anderson, et AJ lui a donné rendez-vous à Monday Night Raw pour un match, et donc ce match a eu lieu. Et malheureusement, hein, Ricochet, qui venait de prendre le titre, il a perdu contre AJ Styles. Maintenant, je vais pas trop rager, parce que on connaît l'histoire, hein, avec la WWE, bah, on fait gagner un challenger, enfin un potentiel challenger contre le champion, pour justement lui donner ce title shot, le crédibiliser comme challenger numéro 1, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il faudra s'attendre, même si c'est pas encore officiel, mais il faudra s'attendre à un AJ Styles contre Ricochet pour Extreme Rules, peut-être avec une stipulation. Et puis en plus il y a une storyline qui est en train de se monter avec Gallows Anderson là, qui sont une blague depuis plusieurs mois, et AJ Styles qui essaie de les ramener vers le droit chemin en gourou, hein, on va dire, peut-être pour reformer une faction heel, hein, un Bullet Club heel, hein, pourquoi pas. Ça peut être, moi ça me hype, je trouve ça intéressant cette storyline, c'est peut-être l'une des plus intéressantes actuellement dans le main roster, mais voilà, j'ai hâte de voir ça. Et puis à un moment donné en plus Gallows et Anderson se sont pointés durant le match à Raw, et puis AJ Styles leur a demandé de se barrer, et du coup il a fini le match tout seul. Donc c'est pour dire aussi, bah voilà le patron, quand on est en mode serious business, vous voyez le travail, vous voyez ce qu'on peut faire, vous regardez et suivez le modèle du patron, c'est un peu ce
c'est aussi un peu la lecture qu'on peut faire à travers cette victoire d'AJ Styles sur Ricochet. Match très bon d'ailleurs, match très bon, hein, sans surprise évidemment, hein, quand on a ces deux lutteurs, même si j'aurais préféré que ce match inédit entre Ricochet et Styles ait lieu plutôt à Extreme Rules directement. On l'a eu à Raw. Bon, mais tout ça pour nous dire, bah voilà, Styles maintenant est number one contender, probablement. Bon, bref. Voilà pour ce match, et donc pour Samoa Joe, on en parlera plus tard de ce qui s'est passé. Match suivant, match tag team de SmackDown entre les champions Brian et Rowan et les Heavy Machinery. Pop énorme pop pour Brian, hein, l'enfant du pays, le gars d'Aberdeen, Washington. Hein, on n'était pas loin de Tacoma. Donc forcément, dès qu'on est dans l'état de Washington, Brian c'est le roi. Il a beau être heel, il n'y a plus de heel qui tiennent. Là, c'est Daniel Bryan. Voilà, et du coup, Heavy Machinery passait carrément pour les heels de service. Hein. Ça faisait bizarre de voir Heavy Machinery siffler, hué, même Otis Dozovic, hein, qui est pourtant quelqu'un d'over, il était sifflé dès qu'il mettait Brian en difficulté, qu'il le soulevait, voilà, c'était ouh, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que même par ricochet, son jeu de mots, par ricochet, bah du coup, Rowan aussi récoltait un peu de la pop de Brian, quoi. Du coup, il en bénéficiait aussi, quoi. C'était contagieux. Et voilà, il y a eu des chants drôles aussi du public qui chantaient Please recycle! Please recycle! Match un petit peu plus long que les autres, hein, 14 minutes. Un match assez disputé quand même, mine de rien, avec de bonnes phases des deux côtés. Il y a même eu une tentative de compactor hein, sur Rowan. Mais le seul problème, c'est que Rowan n'était pas l'homme légal, puisque Brian avait fait un blind tag. Et Tucker plonge alors à l'extérieur sur Rowan, un plongeon, un saut suicide sur Rowan, et du coup il revient sur le ring, mais Brian l'attendait, et il se fait contrer par Mr. Small Package, le grand retour de Mr. Small Package, le maître des petits paquets, Monsieur Petit Paquet, Daniel Bryan, qui surprend Tucker et s'impose, tout simplement, avec un petit paquet, victoire en roublard, à l'expérience, victoire logique, hein, bien sûr, des champions. C'était prévisible, il n'y avait pas de changement de ceinture à attendre. Ça ne décrédibilise pas non plus Heavy Machinery, ces deux défaites, donc pas de souci, c'est très bien comme ça. C'est bien exécuté. Mais le match était enlevé, il était agréable. Un peu, je dirais un peu en dessous de l'autre match tag team entre les New Day et Kevin Owens et Sami Zayn. Mais c'était quand même, ça passait bien. Match 3 étoiles pour moi. On a eu le Caterpillar, Otis a montré des bonnes choses. Il a plus crevé l'écran, je pense, que Tucker. Un petit peu en dessous, même s'il montre des choses aussi, Tucker, hein, il a montré même il a tenté même un moonsault de la troisième corde, c'est pas mal pour quelqu'un de son gabarit. Il y a eu des bonnes choses quand même, donc des deux côtés, les passages aussi entre Rowan qui est là l'homme fort, le petit face à face avec Otis, c'était pas mal, et puis quand il fait ses changements avec Brian, mais du coup ça redonne un gros élan, et du coup le public pop à nouveau, et c'est voilà, c'était ces petits changements aussi qui étaient sympas au niveau pour le public, ça a bien investi le public, et voilà, match très correct, 3 étoiles, c'était bien, ça fait le boulot. Maintenant on sait pas ce qui va se passer au niveau des tag teams là, parce que du coup il y a eu un 4 contre 4 le lendemain, avec les Usos, avec les Heavy Machinery, Revival et Kevin Owens et Sam, non pardon, les Revival, oui, et Daniel Bryan et Eric Rowan, je vais y arriver, à élimination. Donc évidemment c'est la nouvelle arme anti-pub de la WWE, c'est les 2 Out of 3 Falls et les matchs à élimination, et évidemment les deux équipes de SmackDown se sont vite fait d'éliminer, et puis finalement on a terminé avec Revival contre les Usos. On était à Raw, c'est normal. Maintenant ça serait bien d'avoir enfin un Usos Revival dans un pay-per-view, il serait temps peut-être à Extreme Rules, parce que là ça commence à bien faire. Maintenant, est-ce que c'est New Day qui vont être les futurs challenger numéro 1? Ça paraît très logique, mais Heavy Machinery ils sont peut-être pas hors course. On aura peut-être un match à plusieurs multiman à Extreme Rules, on verra bien. Match suivant, Bayley contre Alexa Bliss. Match de 10 minutes 35, encore dans notre petite moyenne de 10-11 minutes. Eu un travail au bras d'Alexa Bliss sur Bayley une bonne partie du match. Nikki Cross bien sûr était près du ring. On a eu un sunset bomb de Bayley sur Bliss qui roule à l'extérieur à ce moment-là. Le petit move pas mal, ce sunset bomb dans le coin. Maintenant, bon, vu les commotions que s'est tapé Bliss, c'est peut-être pas la meilleure idée.
Bref, donc Bliss se prend ce Sunset Bomb dans le coin. Elle roule alors à l'extérieur. Cross vient prendre de ses nouvelles. Mais à ce moment-là, topé suicida malencontreux de Bayley qui voulait le porter sur Bliss, mais du coup elle tombe sur Cross. Et du coup, parce que Bliss avait esquivé. Et du coup, bah, ça peut être d'ailleurs un move qui pourrait permettre de dire plus tard que Bliss ça pourrait permettre à Bliss de dire, continuer à dire que Cross, de dire à Cross que Bayley ne l'aime pas, hein, évidemment, vu que Bayley fonce sur Cross, bien sûr c'était un accident. Bon, ils n'ont pas trop rebondi là-dessus d'ailleurs dans le weekly, donc je pense pas qu'ils vont, ça pourra être resservé plus tard. Code Red de Bliss à l'extérieur, bon. Ça n'a pas trop servi à grand chose, hein, à l'extérieur. C'est toujours un move spectaculaire, c'est sympa à voir. Et puis voilà, bah, vient cette femme brouillonne. J'ai pas trop compris le truc. Nikki qui se rapproche du corps de Bayley qui était inanimée au sol. Comme si elle essayait de la protéger en quelque sorte. Alors que Bliss elle était déjà sur la 3e corde, elle est prête à tenter son Twisted Bliss. Mais Bliss arrive quand même à en profiter avec un Twisted Bliss, donc elle y arrive. Mais Bayley contre des genoux et s'impose à ce moment-là avec un Bayley to Bayley. Voilà, un gros bordel pour finir ce match. Match très brouillon, cette fin était très maladroite et le match était chiant. C'était le moins bon match de la soirée, il faut le dire. Je lui donne la note de 2 étoiles 1 quart. De toute façon, les Bayley Bliss face à face, ça n'a jamais rien donné de bon. Donc voilà. Maintenant, cette fin de match, elle annonce une continuité et on va en parler. Mais cette fin était très maladroite. De toute façon, on savait, je vous l'avais dit, que Cross allait avoir un rôle majeur dans cette fin de match, qu'elle allait probablement commettre une boulette. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, mais malheureusement, ils l'ont pas fait de façon très judicieuse, je dirais. Il y avait d'autres moyens de faire la boulette. Là, en gros, Nikki Cross qui se rapproche un peu de Bayley, du coup Bliss, alors Bliss s'apprêtait à sauter. Du coup, Cross se dit ah merde, et du coup elle ressort. Enfin, ils auraient pu le faire autrement. Mais même un DQ à la limite. Bon, elle veut donner un, je sais pas, ou alors pas un DQ, mais peut-être, je sais pas, elle veut donner un coup à Bayley et du coup c'est Bliss qui prend tout et puis derrière Bayley en profite. Voilà, avec un Bayley to Bayley. Voilà, ils pouvaient le faire comme ça. Maintenant, bon, on joue toujours sur ce côté un peu naïf. Naomi et Natalia qui vont la voir et qui dit bon voilà, t'es trop naïve, elle se sert de toi, machin. Et puis en plus elle continue de lui servir la soupe et de faire le boulot. Là, elle lui a redonné un number one contender match, c'est incroyable. Elle bat Bayley, Nikki Cross elle-même bat Bayley, ce que Bliss n'a pas réussi à faire à SmackDown. Nikki Cross bat Bayley, ce qui permet de donner un nouveau match de championnat à Bliss contre Bayley à Extreme Rules. On va se recoltiner un rematch entre les deux. C'est terrible. J'espère qu'on va pas nous refaire le coup du kendo stick on the pole match qu'on a déjà eu à Extreme Rules entre les deux. C'était horrible. Maintenant, bah, il va falloir changer un peu le scénario. Il va y avoir un truc. Et peut-être qu'elle va perdre. Et peut-être que l'idée, ce serait que Nikki Cross soit meilleure finalement que Bliss, pardon, et se disent, bah finalement, j'ai peut-être mes chances, moi. Bliss n'y arrive pas, mais moi je l'ai battu en weekly. Donc finalement, elle va peut-être se rendre compte que finalement, faut arrêter, il faut se réveiller à un moment donné, qu'elle est peut-être meilleure que Bliss. C'est peut-être ça l'idée derrière tout ça. Bref, on va en reparler dans les vidéos pronostics. Mais là, le match est pas bon, c'était pas du tout à la hauteur, et on fallait s'y attendre, hein, de toute façon. À ce moment-là, on commence à aller dans la pente descendante, hein, du show, il faut le dire. On en reparlera dans la vidéo, dans le bilan de la vidéo, hein, dans le bilan du show. Et là, ça devient pénible. Match suivant entre Drew McIntyre et Roman Reigns. 17 minutes. Là, on est un peu plus large dans le temps, hein. De toute façon, les matchs étaient relativement courts, donc à chaque fois, donc là, ça laissait le temps pour des matchs plus longs. 17 minutes. Shane McMahon arrive d'abord. Voilà, Shane McMahon, hein, l'incontournable Shane McMahon qui arrive d'abord. Et Drew McIntyre qui arrive ensuite. Et Drew McIntyre, lui, il n'attend pas. Il tente d'attaquer Roman Reigns avant le match, mais il se fait quand même contrer. La cloche sonne alors, une fois les deux lutteurs dans le ring. Il y a un superbe dive, hein, de Reigns, hein, sur Drew McIntyre avec une prise d'élan. Un grosse amplitude, hein, joli saut. Shane, alors, s'enfuit directement. Il arrive dans le public. Il est poursuivi par Roman Reigns. Petite promenade en mode Benny Hill.
Petite poursuite. Shane interviendra alors, évidemment, hein, en étranglant notamment Roman Reigns sur la corde dans le dos de l'arbitre. Le public qui scande « That is awful! That is awful !» Évidemment, Shane se prend tout deux Superman Punch par Roman Reigns, après que Shane ait tenté de distraire Reigns à nouveau. Esquive du drive-by par Drew McIntyre, qui porte alors un reverse Alabama Slam sur la table des commentateurs. Spear de Reigns sur Drew McIntyre, mais Shane tire l'arbitre durant le compte. Évidemment, pas de DQ, hein. C'est Shane McMahon, hein, donc évidemment, il n'y a pas de DQ. C'est n'importe quoi. Shane McMahon place Roman Reigns alors dans le coin pour un coast to coast, et il arrive même à le porter. Shane ramène alors l'arbitre dans le ring, qui était toujours sonné, mais Roman Reigns se dégage, hein, par surprise, kick out. Le public soutient alors Roman. Drew McIntyre prépare un Claymore, mais Superman Punch de Reigns. Il esquive ensuite Shane qui était parti vers lui, qui avait foncé vers lui. Roman Reigns balance Shane par-dessus la troisième corde à l'extérieur, et Spear victorieux sur McIntyre. Victoire donc en 17-18 minutes de Roman Reigns, qui, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, avait besoin de cette victoire. Il avait besoin de rééquilibrer les choses avec un partout après cette défaite de Super Showdown. Maintenant, ce qui me gêne par rapport à mes vidéos pronostics, c'est que Drew McIntyre perd clean dans cette affaire, alors que je vous avais plutôt parié une victoire de Reigns, mais par disqualification, ce qui permettait de protéger McIntyre. Donc ça m'embête pas mal, cette défaite clean, alors que Drew il est buildé fort, hein, il semblait bien protégé, et là il perd, quoi. Ça m'embête pas mal. Donc vu les actions, hein, toutes les actions à l'extérieur de Shane, hein, j'étais pas loin, hein, de DQ en même temps. Mais bon, c'est Shane, donc c'est l'autorité, donc il va pas se faire disqualifier, quoi. Donc c'est ça le problème. Donc Shane était assez insupportable, hein, dans ses agissements, hein, c'était le but, hein, mais c'est vrai ça a bien marché. Il était assez exaspérant. C'était un match d'hommes, il faut le dire, c'était un match d'hommes assez rude, mais qui m'a paru bien long. Ça m'a paru, ouais, il y a bien 5 minutes de trop dans ce match. Du coup, voilà, quoi. Je trouvais quand même, il faut le dire, le match meilleur qu'à WrestleMania. Mais alors, c'est vrai qu'à WrestleMania, c'était dans un tout autre contexte. On arrivait en fin de show, le public en avait ras le cul, et puis il caillait, il se les gelait, et je pense que ça n'a pas aidé. Il n'en avait plus rien à foutre de ce match. Là, bon, c'était un peu meilleur, mais avec un public un peu plus investi, mais un peu trop long. Puis je suis pas super fan des matchs entre eux en réalité. Je suis pas super fan. Je lui donne quand même la note de 3 étoiles, c'est correct. Mais ouais, je n'ai pas été hyper emballé par ce match globalement. On revoit plus tard en coulisses Shane, hein, et Drew qui sont énervés. Il se fait interviewer Shane, et à ce moment-là, il défie Roman Reigns à Monday Night Raw le lendemain, donc dans un 2-on-1 handicap match. Le fameux match 2-on-1 handicap match qui faisait l'objet de rumeurs, hein, pour Extreme Rules. Donc ils nous le font finalement à Raw. Donc on se dit, bon, ça continue cette feud, ça continue. Et là, il faut le dire, énorme surprise, parce que aucune news ne le disait, et c'est bien quand la WWE arrivait nous surprendre. Shane McMahon et Drew McIntyre ont explosé Roman Reigns à Raw, hein, dans le match. Et là, il y a un coast to coast, une tentative de coast to coast, et au moment où Shane veut la faire, veut le porter, doum, la lumière s'éteint, le gong, le public en feu, et oui, l'Undertaker qui arrive from out of nowhere pour venir sauver Roman Reigns, hein, et faire place nette sur le ring. Ça, c'était vraiment la grosse cote, inattendue. Et donc, on annonce maintenant un 2 contre 2 à Extreme Rules entre Roman Reigns, Undertaker et Drew McIntyre et Shane McMahon. Donc, on continue dans la rivalité. Intéressant parce qu'on ne sait pas pourquoi Taker est intervenu. Pourquoi? On sait évidemment qu'il a eu un match contre Shane McMahon à WrestleMania il y a quelques années, mais il a eu aussi un match contre Roman Reigns il n'y a pas si longtemps que ça, quand il a déposé ses habits, toute sa tenue sur le ring. Je n'exclus pas le heel turn, enfin en tout cas le renversement, et un Taker qui viendrait trahir Roman Reigns pour redonner encore un peu plus d'overness à Reigns, hein. N'oublions pas le Romanoton, hein, le grand retour du Romanoton, hein, vous le sentez venir là.
hein, parce que évidemment ça fonctionne pas, donc on ramène Taker, hein, pour donner un peu plus de pop à Reigns. Mais alors là, imaginez si Taker se retourne à Extreme Rules se retourne contre Reigns, le public va siffler et enfin, en tout cas, c'est l'effet recherché. Il sifflerait, mais c'est même pas sûr. Hein, il serait capable de dire thank you Taker. Attention, attention, ce serait risqué. Mais l'idée ce serait ça, et de soutenir un maximum Roman Reigns. Attention au turn de Taker. Ça pourrait paraître incroyable, surtout qu'on dit que Taker pourrait affronter Drew McIntyre à WrestleMania 36. Bon, on n'en est pas là. Donc ça voudrait plutôt dire que Taker resterait face. Bon, on verra bien, on est très loin de WrestleMania 36. Maintenant, c'est des rumeurs. On verra bien, on en reparlera dans la vidéo pronostic. Mais j'ai hâte de voir, j'aimerais bien avoir des explications de Taker. Parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Donc voilà, match correct, mais sans plus pour ce Reigns Drew. Match suivant, Kofi Kingston affronte Dolph Ziggler dans un steel cage match pour le titre WWE. Un match qui part sur un espèce de faux rythme là. Qui rend le match assez chiant. Des projections répétées, hein, contre le grillage. Donc voilà, du classique, on utilise la cage, on projette son adversaire contre le grillage. Toujours le truc que je déteste dans les steel cage match, je l'avais déjà dit lors du match de Money in the Bank entre Shane McMahon et The Miz. Pourquoi tenter un coup de la fronde? Pourquoi tenter un coup de la fronde contre le grillage? À chaque fois, celui qui se prend ça, il saute et il tente d'escalader la cage, c'est évident. Et c'est toujours dans le même spot, ça ne sert à rien. Le coup de la fronde dans les steel cage match, arrêtez, ça, c'est complètement stupide. Ensuite, on a un duel au sommet de la cage, hein, un peu plus tard. Les deux sont proches de descendre à l'extérieur, mais ils se portent un coup de boule et les deux redescendent dans le ring. Donc, patatras, on repart à 0. SOS porté par Kofi, mais kick out, quand même, kick out de Ziggler. Nibar de Dolph Ziggler sur Kofi, mais Kofi prend la corde, l'arbitre ne valide pas, j'ai bien dit, l'arbitre ne valide pas, car c'est un steel cage match, donc pas de disqualification, hein, faut-il le rappeler, hein, le Miz Shane, hein, ou dans un premier temps, la prise en 4 du Miz sur Shane McMahon prend la corde, l'arbitre casse la prise. C'est ce qui s'est passé donc à ce moment-là aussi avec Kofi et Ziggler. Mais un peu plus tard, on avait vu que Shane McMahon, qui s'était pris un Skull Crushing Finale de Miz, qui mettait le pied dans la corde à ce moment-là, ah bah là, tout à coup, l'arbitre il dit que ouais, il y a pied dans les cordes. Donc bon bref, on va pas revenir sur cette connerie de Money in the Bank. Bon, au moins ça a été respecté. Donc on ne peut pas, dans un steel cage match, mettre le pied dans les cordes ou la main dans les cordes. Ça ne change rien, c'est un match no DQ. Super kick de Dolph Ziggler. Kofi qui retombe presque à ce moment-là dehors, en passant par la porte. Nouveau nibar de Dolph Ziggler. Kofi résiste. Dolph Ziggler évite un Trouble in Paradise et le contre avec une ankle lock portée de façon allongée. Retourné ensuite par Kofi, qui porte à son tour le ankle lock. Puis un zigzag de Dolph Ziggler. Mais Dolph Ziggler se fait dégager, enfin Kofi Kingston se dégage du zigzag. On a à ce moment-là une longue période de front face lock de Kofi. Dolph Ziggler qui passe pas loin de sortir par la porte et qui retente à nouveau sa chance plus tard. Kofi le retient alors par les jambes. Kofi est aveuglé à ce moment-là, les doigts dans les yeux par Dolph Ziggler, et puis se prend une ruade. Et Dolph Ziggler rampe à ce moment-là vers la sortie, mais Kofi est le plus prompt et fait un plongeon, hein, un énorme dive, un énorme topé suicida par-dessus, entre la deuxième et la troisième corde, par-dessus la deuxième corde, et Dolph Ziggler se fait enfler, et du coup Kofi sort le premier par la porte, et donc victoire. Une fin sympa, originale on va dire, hein, pour un match un peu trop long, 20 minutes. Hein. On arrive en fin de show, toujours pareil, la courbe qui redescend, la hype qui redescend, le public était un peu plus mort. Hein. Là, même Kofi, la hype Kofi, on l'a pas trop senti dans ce match, même dans la présentation du match, c'était pas du Kofi, non c'était plus ça. On redescend, la hype Kofi, là ça commence à dater maintenant. Ça va bientôt faire 3 mois, donc forcément, bah voilà, la fin était sympa, elle était cool. Bon, on sort pas à la porte. Moi, j'avais plutôt pronostiqué une victoire dans le ring, propre, nickel. Bon, une évasion, c'est pas forcément toujours génial.
En plus, on a eu exactement la même chose, enfin une évasion par la porte cette semaine à NXT dans un match entre Yoshirai et Shayna Baszler. Yoshirai qui donne des coups, je crois contre la porte à Baszler, mais du coup Baszler est sonné et puis elle tombe à l'extérieur par la porte. C'était drôle comme fin et qui a mené d'ailleurs à un heel turn surprise de Shirai sur Candice LeRae. Bon, ça c'est pour la parenthèse. Mais voilà, donc 2 fois de suite en 3 jours, une sortie de cage par la porte. Je me suis globalement ennuyé dans ce match. Je suis globalement ennuyé. Pas de surprise quant au vainqueur, évidemment. Mais au moins, on n'a pas eu d'overbooking. Pas eu de présence de New Day, de Kevin Owens, de Sami Zayn, qui aurait pu aussi venir s'ajouter dans l'histoire. Voilà, les New Day ont rejoint Kofi après le match. Après la victoire. Kofi fait une petite interview. Il salue la prestation de Dolph Ziggler, ses talents de performeur. Mais il a dit qu'il avait fait ce qu'il avait dit en restant champion. Baby! Voilà, 3 étoiles, mais j'en attendais mieux de ce match, parce que sur le papier ça pouvait être une belle affiche, dans un steel cage match, un peu déçu, mais Dolph Ziggler a joué les bouches-trous comme d'habitude, mais peut-être que c'est la fatigue la fatigue venant, hein, parce que j'ai regardé le match en direct, je commence à fatiguer, mais je me suis ennuyé. Alors c'est là qu'on va parler de Samoa Joe. Samoa Joe qui revient dans le game, puisque Dolph Ziggler, il veut quand même encore son rematch. Il s'accorde un 2 out of 3 falls match pour affronter Kofi, et s'il gagne, il s'ajoute à un triple threat match, puisqu'effectivement Samoa Joe a agressé Kofi Kingston à Raw, la grosse surprise. Donc Samoa Joe qui perd le titre US, et tout de suite il agresse le champion de la WWE et il s'accorde un match de championnat. La logique, hein. Autant AJ Styles, il faut qu'il batte Ricochet pour avoir un peu plus tard un match de championnat US. Là, Joe, il étrangle, il agresse Kofi Kingston, et hop, allez. Kofi Joe, emballé ses pesées à Extreme Rules. Ok. Alors bon, malheureusement, hein, j'ai bien peur que Samoa Joe serve encore de paillasson, hein. On va en parler dans la vidéo pronostic dans 2 semaines, hein, mais il va encore servir de paillasson, malheureusement, j'en ai bien peur. Et du coup, Kofi Joe annoncé. Le lendemain, à SmackDown, Ziggler qui chiale comme d'habitude, qui pleurniche. 2 out of 3 falls, je suis allé voir l'autorité. Mais c'est n'importe quoi, ce principe, c'est pas cohérent du tout. Il dit, je suis allé voir l'autorité, j'ai un 2 contre 3, un 2 out of 3 falls match contre toi, et si je gagne, je m'ajoute au match avec Samoa Joe, dans un triple threat match. Le gars, il a affronté à Super Showdown, il n'a pas réussi. Il l'affronte là à Stomping Grounds, il n'a pas réussi. Et le gars, il arrive jamais à battre Kofi, et le mec, il pense que c'est une bonne opération d'avoir un 2 out of 3 falls. Le gars, il arrive déjà pas à le battre une seule fois, donc il pense qu'il peut avoir une chance de le battre 2 fois dans le même match. Cohérence WWE, hein, il faut le dire. Bref, c'est n'importe quoi. Et évidemment, il perd, et donc là, je pense que Ziggler, c'est terminé, c'est cuitasse les bananas pour lui, hein. Au revoir, et on passe à autre chose. Donc Samoa Joe, maintenant, c'est le prochain adversaire. Voilà, le match, un peu boring, je vous l'avais dit. Mais un bon steel cage match, ça commence à faire longtemps. Hein. J'arrive plus à me souvenir du dernier bon steel cage match que j'ai vu en WWE. Ça commence à dater. Hein. Parce que là, le match du Money in the Bank entre Miz et Shane, c'était horrible. Et puis celui-là, c'était boring as fuck. Bref, on va passer au match suivant. Le fameux main event, sans surprise. Rollins, Corbin, championnat universel. Et cette fameuse hype, la seule hype de match, qui allait être ce putain d'arbitre spécial? Qui allait-il être? Bah, vous avez vu ma petite vidéo, hein, en début de vidéo, hein, ma toute petite vidéo. L'idée de génie, pendant que je dormais, paf, parfois les idées de génie viennent en dormant, hein, en faisant un rêve, ou parfois un cauchemar. C'est comme ça que c'est venu, et je voulais annoncer, l'oracle a parlé, Lacey freaking Evans, l'arbitre spécial du match annoncé par Corbin. C'est évidemment, ça faisait rager, ça a fait rager pas mal de monde, mais ça a du putain de sens. Et on peut pas, pour une fois, on va pas railler, on va pas se moquer de la WWE parce qu'elle nous fait des choix incohérents. Autant juste 2 minutes avant, je vous parlais des idées bizarres de Ziggler avec son Total of 3 Falls alors qu'il n'arrive pas à le battre Kofi une seule fois. Ça, c'est pas cohérent. Mais là, c'est cohérent. Pourquoi? Je vous l'avais dit. Parce que c'est une femme. Donc déjà,
chaise, Rollins, chaise freaking Rollins, il va pas taper une femme avec sa chaise. C'est sûr, déjà, première chose. Et puis, elle est en feud avec sa propre meuf. Et que ce qu'on voit depuis quelque temps, le couple Rollins-Becky est de plus en plus exhibé, montré à l'écran, officialisé. Voilà, il n'y a plus de barrière, on nous le montre. Ça a du sens. Et c'était pas fait au hasard, ce couple, qu'on nous montre de plus en plus. Voilà pourquoi c'était l'arbitre à choisir. Et pourquoi ils allaient choisir cet arbitre. Et pourquoi il fallait évacuer ces idées de Heyman, ces idées de Lesnar, ces idées de AJ Styles, ces idées de Bray Wyatt ou je ne sais qui ou n'importe quoi, de tout ce que j'ai pu entendre. C'était laisser Evans le meilleur choix, il faut le dire. Et donc, forcément Rollins ne peut pas frapper Evans, comme je vous l'avais dit. Corbin prend une chaise, la chaise qui était donc que Rollins tenait, parce que évidemment il y a un petit face-off entre Evans et Rollins. Il lui pique la chaise, il frappe Rollins avec, avant le début de la cloche, avant le début du match. Le public qui crie « This is stupid !» Évidemment, pourtant ce choix était cohérent, il n'était pas stupide du tout. Et ensuite, le public qui commence à s'énerver, puisqu'il n'adhère pas, il n'adhère pas à ce choix d'arbitre, et du coup, il scande n'importe quoi, « This is stupid !» Daniel Bryan qui revient, « CM Punk, CM Punk !» Et boring, boring. Et même on a même ensuite NXT, NXT. Voilà, le public crie tout et n'importe quoi. Évidemment, Evans va tout faire pour pourrir le match, et favoriser Corbin, c'était le but. Elle va faire un slow count sur un pin de Rollins. Le public powerbomb de Rollins sur Corbin sur la table des commentateurs. Enfin, le premier spot qui réveille un peu la foule. Rollins demande ensuite à Evans de compter à l'extérieur Corbin, mais celle-ci le fait lentement, jusqu'à arriver au compte de 8. À ce moment-là, elle dit finalement à l'annonceur que le match est un no count out, donc l'annonceur doit dire que c'est un no count out. Rollins ensuite se prend un choc slam de Corbin, Evans compte normalement cette fois-ci, mais dégagement de Rollins, frog splash de Rollins de la 3e corde, le slow count à nouveau d'Evans, et qui s'arrête en plus à 2, faisant mine d'avoir mal au bras. Oh, j'ai mal. Évidemment, c'est du classique. Corbin frappe alors Rollins avec une chaise. Pas de DQ, évidemment. Et Evans ne dit rien. Et là, à ce moment-là, elle vient à nouveau voir l'annonceur et lui dit annonce que c'est un no DQ. L'arbitre, l'annonceur s'exécute. C'est un no DQ match. Classique WWE, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ce genre de truc. Quand on ajoute une stipulation à une autre stipulation, ça s'est jamais vu, jamais. Le public réclame évidemment à ce moment-là Becky, Falcon Arrow de Rollins sur une chaise, Evans, alors là, elle se fait pas chier, elle ne compte même pas. À ce moment-là, Evans gifle Rollins par 2 fois, puis elle se prend même, Rollins se prend même un coup de pied, puis un low blow, donc de la part d'Evans. End of days de Corbin, mais à ce moment-là, Becky, qu'on attendait tous, arrive, et elle s'attaque à Evans, donc un gros brawl, projection dans la barricade, des coups, donc évidemment, ça réveille un peu le public qui n'attendait que ça, et puis là, qui arrive? 2 arbitres, dont, je vous le donne au mille, John Cone, le père du petit Nicholas, qu'on avait vu à Super Showdown, dans le fameux match, avec où quand Corbin s'est énervé parce qu'il avait pris une chaise, John Cone lui avait dit non, tu peux pas, sinon tu vas te faire disqualifier, et puis c'est là qu'il s'était pris le fameux roll-up et qu'il avait perdu le match de Super Showdown. John Cone donc qui revient dans le game, qui prend finalement la place d'Evans, et à ce moment-là, Rollins surprend Corbin avec un curb stomp et s'impose avec John Cone comme arbitre. Le scénario, mais il était ultra méga super prévisible. Je vous l'avais écrit sur un papier. Tout depuis le début. Les Evans arbitres, les manigances bien sûr, Becky qui allait intervenir, le catfight, et la fin avec finalement Rollins qui arrive à s'imposer. Et j'ai même été encore plus fort que ça, puisque je vous invite à regarder ma vidéo pronostic, je ne mens pas, tout est là, tout est archivé, regardez ma dernière vidéo. J'ai même annoncé le 2 contre 2 mixte à Extreme Rules, et je vous ai même annoncé la stipulation. Le winner take all. Le winner take all. C'est-à-dire que toutes les ceintures
universelle et championne d'Euro sont en jeu. Winners take all. Je vous avais annoncé tout ça la veille, enfin ou le jour même du pay-per-view, juste avant. Je vous l'avais prédit. Voilà, l'oracle a parlé. C'était évident. Pour moi, c'était évident. Et cette histoire de couple, ben voilà, on termine sur un côté un peu mielleux, guimauve, hein, avec le couple qui célèbre à la fin, hein, pour le happy end. Et le match long, très long, 18 minutes. C'était de la bouillie, avec cet overbooking, évidemment. Évidemment, ça fait huer le public. Le choix que le public ne comprend pas, moi, je l'ai compris. Mais évidemment, ces ajouts de stipulation, évidemment, ça fait huer le public. Un peu d'overbooking, Becky qui arrive, bref, voilà, ça va très loin. 2 étoiles et demie pour cette bouillie, voilà, les Corbin Rollins, voilà, non merci quoi. Corbin en 1 contre 1, de toute façon, c'est un peu meilleur quand il y a plusieurs mecs, mais quand c'est 1 contre 1, bah ça devient relou, ça devient boring les matchs de Corbin. Voilà. Et je déteste ce couple montré à l'écran. C'est The Man, Becky Lynch, c'est The Man. Je veux pas voir The Man's Man, Rollins avec The Man. Ça ferait presque passer du coup Rollins pour un gay, hein, vu qu'il sort avec The Man. C'est n'importe quoi. Et puis c'est pas son personnage, c'est The Man. Donc c'est celui qui porte la culotte, c'est celle qui porte la culotte, Becky. Mais je veux pas voir Madame Rollins. Je ne veux pas voir Madame Rollins. Mais malheureusement on nous l'impose. Bientôt, on va leur demander de faire Total Diva. Rollins et Becky. Vous allez voir, ils feront une saison un jour, contraint et forcé, parce que je sais que Becky, elle avait dit qu'elle ne voulait pas être dans ce genre de programme, mais en sortant avec un lutteur, elle va s'exposer à ça. Elle va bien falloir qu'elle la mange cette merde. Elle va finir par la manger, vous allez voir. Bref. Ben voilà, le match était chiant et puis ça va dans la continuité de cette fin de show. On va parler tout de suite du bilan, le bilan de ce show. Ben, la première moitié du match, le smile, c'était pas mal, on avait des bons matchs. Ça, le public était dedans, pourtant ils étaient pas nombreux, hein, ils étaient pas très nombreux, il y avait à peu près 5000 personnes je crois. Une énorme partie des gradins était recouverte d'un rideau, c'était triste, hein, triste. Les ventes de tickets, de billets, triste à voir, mais le public était quand même dedans. Il a scandé des chants, voilà, parfois il a montré sa désapprobation, mais un gros soutien pour Daniel Bryan, hein, l'enfant du pays. Mais il était là, il était présent, il faut le dire, il était pas mort. Pas de Bray Wyatt, très bien aussi, je l'avais dit. C'était pas pour moi le bon moment, même si le côté troll de Vince, les billets qui ne se vendent pas, il aurait pu nous le faire pour nous emmerder. Pas de cash-in de Lesnar, pas de présence de Lesnar, je vous l'avais dit aussi. Je vous avais dit d'ailleurs que Heyman, on risquait peut-être de le voir pour nous teaser quelque chose, et on l'a vu vite fait, en backstage, et c'est tout. On nous a teasé un petit peu le truc, mais voilà, c'est tout. Bref, j'avais raison là-dessus aussi. Maintenant, le show, oui, les 4-5 premiers matchs, même les 4 premiers matchs, c'était pas mal. Et puis à partir du match 5, le fameux Bayley Bliss, le match 5, ça a baissé. La courbe a commencé à baisser. Et c'est souvent comme ça, malheureusement, on n'arrive pas à tenir un pay-per-view sur la durée. Et là, hop, la courbe baisse. Le Roman Reigns Drew McIntyre était devenu chiant. Le Steel Cage match était chiant. Le match, le main event, c'était chiant. Bref, bah c'est con. Je partais vraiment pour donner une bonne note à ce show. Et puis finalement, je lui ai donné pile la moyenne. 5 sur 10. 5 sur 10. Allez, je peux donner un petit demi-point, 5,5 sur 10, parce que il y a eu le kick-off, qui était vraiment très bon, avec les cruiserweight. Donc on va donner une petite majorité de bons matchs. Maintenant, bon, l'opener, Becky Evans, correct, mais sans plus. Hein. Allez, on va dire qu'il y a 4-5 bons matchs sur 9. Allez, une petite moyenne, 5,5 sur 10. Voilà, ça sera pas le pire show de l'année, hein. Pour moi c'est Money in the Bank, mais ce show était correct, hein, il était correct. Ça passait. C'était pas la merde attendue, hein, il faut le dire. C'était pas la merde attendue. Hein, les affiches étaient pas belles, il y a beaucoup de rematch. Voilà. Maintenant, ça aurait pu être pire. Et je pense que à la fin de l'année, il sera dans le ventre mou du classement. Hein. Il sera pas dans les derniers, il sera pas dans les premiers, il sera dans le ventre mou.
Donc pour un show mineur, un show de transition, un show d'ailleurs qui existe pour la première fois, Stomping Grounds, qui remplace Backlash, eh ben c'est pas si mal débrouillé, il faut le dire. C'est pas si mal débrouillé. C'était pas la folie non plus. C'était correct. Voilà, je le mets in the middle. In the middle, tout simplement. Voilà pour la review de Stomping Grounds. Hein, elle a mis du temps à arriver, mais la voici. Voilà, et la fin, bientôt la fin de la canicule, ça va nous faire du bien. Profitez bien de cette fin de canicule pour écouter cette vidéo de ce dimanche, pour vous reposer, boire de l'eau, vous mettre bien, voilà, au calme, pour bien m'écouter. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous l'entendrez et que vous l'écouterez nombreux. N'hésitez surtout pas, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr de regarder la vidéo et surtout de liker. C'est très important les likes. Sans les likes, pas de visibilité. Vous le savez, vous connaissez la règle. Il faut liker la vidéo. Liker. Comme ça, plus j'ai de likes, mieux c'est pour moi et pour ma notoriété. Je remercie à nouveau le camarade Jay Marksons qui m'a cité dans sa dernière vidéo et qui avait relevé mon côté oracle. Hein, et c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai été bon. Hein, bah non, on réussit pas à tous les coups, mais sur ce coup-là, il faut le dire, j'ai été plutôt clairvoyant. Hein, ça marche pas à tous les coups. J'espère qu'un jour que ça continuera dans les prochains pay-per-view, que en plein sommeil, j'aurai des éclairs de génie comme ça. Hein, ce serait bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera probablement pour parler d'Extreme Rules, puisque c'est déjà dans 2 semaines. Et oui, le 14 juillet, ça arrive vite. Donc il y aura déjà des matchs à annoncer, hein, on le sait. Donc les 2 contre 2, le match Cruiserweight, le Joe Coffey, hein, pour la blague, hein, vous aurez compris. Et malheureusement le Bayley Bliss, hein, donc déjà 5 matchs annoncés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon dimanche. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive l'oracle et vive le catch! Ciao à tous.